Votre programme vous est présenté par Glidden. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Top Santé TV, votre rendez-vous quotidien où on reçoit des femmes qui sont à l'aise avec leur féminité, qui en sont fières. Et dans ce nouveau numéro d'Envie, nous allons parler des bars à fantasmes. Et je suis toujours accompagnée de ma complice, notre experte sexo, Flore Chéri. Bonsoir. Bonsoir Malika. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame June. Vous réalisez les fantasmes des gens. Vous êtes danseuse dans un bar à fantasmes. C'est exact. Donc déjà, d'où vient ce surnom Alors Madame June, Madame en référence à Madame Claude, parce que je trouve que c'est une femme courageuse et formidable. Enfin, c'était une femme. Et June parce que je suis passionnée du Japon. Alors du coup, j'ai voulu mettre en avant. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes stripteaseuse ? Oui et non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi de la comédie, il y a du chant, il y a de la danse, de la gymnastique. Donc, justement, en quoi consiste votre métier ? Ce serait de donner envie, justement. Parfait, on est en plein dedans. C'est ça. Et du coup, de pouvoir... susciter le désir. Susciter le désir chez les personnes qui viennent nous voir. Flore, l'un des plus vieux métiers du monde, c'est la prostitution. Mais qu'en est-il des spectacles de femmes nues ? En fait, le spectacle de femmes nues sur scène, la nudité féminine sur scène, ça vient assez tard. En fait, ça vient dans les années folles, l'entre-deux-guerres, dans les années 1920. On pense notamment à Joséphine Baker, qui exposait presque pour une première fois son corps nu. Et aussi Colette Andris, qui est peut-être un petit peu moins connue, mais qui faisait aussi des jeux de nudité sur scène. Et finalement, il faut attendre la Première Guerre mondiale pour que les hommes laissent peut-être un petit peu plus de liberté aux femmes, sur scène, au spectacle ou dans le monde du travail de façon plus générale, pour qu'on voit pour la première fois, en tout cas en France, des spectacles assumés de nudité féminine. Comment vos proches ont-ils réagi en apprenant votre métier ? Au début, ils ont eu un petit peu de peur, évidemment, parce que c'est pas non plus des fois ce qu'on projette un peu pour son enfant, surtout au niveau de son papa, parce qu'on est toutes des princesses auprès de son papa. Mais bon, aujourd'hui, ils voient que je suis heureuse et je pense que tous les parents ont envie de ça aujourd'hui. Vous êtes également directrice artistique d'un club où vous performez. En quoi ça consiste alors ? C'est vraiment dans le coaching de base qu'on va avoir auprès de l'équipe. Ça va être le déplacement sur scène, au niveau du public, la voix, comment on la porte. Vous coachez les autres danseuses ? Exactement. Par exemple, quels seraient les petits tips que vous donnez aux danseuses ? Ce serait le fait par rapport au déplacement, vraiment d'être élégante. Il faut vraiment rester toujours avec le dos bien droit. On se redresse là tout d'un coup. Le dos bien droit, d'être très, très bien apprêté aussi parce que ça plaît vraiment à la jante masculine. Et surtout... On m'a dit d'être toujours cambré, c'est ça ? Non ? Oui, au niveau des pieds et au niveau des mains. Et surtout au niveau des mains. Comment on est ça veut dire quoi, des mains ? Alors des mains, ça va être toujours un peu... comme ça. Ouais, comme si tu prenais ton thé, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un peu un oiseau, Et après, avec les pieds, c'est comment ? Les pieds, ça va être jamais en canard, donc ça va être toujours en pointe. Si on est en talons, ça marche tout le temps, non ? Oui, mais après, quand on fait des positions un peu particulières, on a tendance un peu à mettre le pied en canard, donc c'est là où il faut avoir de l'autodiscipline. Parce que j'ai pas... Voilà. Donc déjà, on va passer tout le reste de l'émission comme ça, on va voir. Non, mais c'est bien parce qu'on peut bouger quand même sur scène, donc on est un peu plus à l'aise. Mais oui, j'aime bien ça, c'est joli. Faut-il être passionné pour être une bonne danseuse érotique ? Oui, je pense, oui. Oui, complètement. Parce que c'est quelque chose où on met vraiment, pour ma part, je parle vraiment mon nom, où je mets vraiment toute mon âme dedans et c'est aussi un exutoire, donc oui, je pense qu'il faut l'être. Mais est-ce que du coup une danseuse érotique, c'est une sorte d'extension de soi-même, de son identité ? Oui. Ou est-ce qu'on peut feindre, entre guillemets, un personnage et quand même bien s'en sortir ? Est-ce que c'est possible ? Au bout d'un moment, je pense que ça se ressent, qu'on feint quelque chose. Si jamais c'est pas quelque chose qui nous passionne, au bout d'un moment, ça va
ça va bloquer parce qu'on vend du charme, donc du coup, c'est pas... Et donc le charme, ça doit forcément venir de soi. Oui, je pense, oui. Est-ce que vous êtes danseuse de métier? J'ai fait beaucoup de danse, oui, mais non, pas de métier, non. Comment vous êtes arrivée à faire ce métier? Comment je suis arrivée? C'était en soirée, en fait. J'avais 18 ans et je faisais beaucoup de soirées chez moi. Et ça m'est... Pardon. En fait, On veut tout savoir. Ouais. En fait, c'est qu'au fur et à mesure du temps, j'ai voulu m'exhiber, en fait, dans ces soirées. Et l'effeuillage, en fait, est venu très naturellement. Et voilà. Donc c'est des soirées avec vos amis? Oui, oui, des amis en plus tout à fait classiques. Il n'y avait rien à voir dans tout ça. Et voilà. Donc j'ai pris les devants un soir et je me suis déshabillée. Et donc ils doivent être bien décomplexés maintenant, vos amis? Complètement. D'ailleurs, j'ai des nouvelles d'eux aujourd'hui et c'est vrai que oui, ça leur a permis d'avoir une sexualité plus libre aujourd'hui. Les femmes, d'ailleurs, se sont beaucoup plus assumées. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez ressenti que c'était ce job-là qui était fait pour vous? Ça a influencé, ouais, pas mal. Combien de temps après ces déshabillages en privé, il y a eu la suite? Oh ben, pas longtemps après, hein. C'était quoi? C'est 3 ans, je dirais, 3 bonnes années après. Les meilleurs compagnons pour la danse, c'est quoi? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est la lumière tamisée? Ah non? C'est la musique, c'est... les costumes? Oui, c'est vrai qu'on aime bien se déguiser quand on fait du théâtre, mais c'est surtout la musique pour ma part. Ça va m'accompagner partout. J'écoute tout le temps de la musique, soit dans le métro, en train de faire le ménage, et c'est mes chorés, elles viennent en fait. Mon inspiration vient dès que j'écoute. Pendant qu'elle fait le ménage en écoutant. Pensez-y. Ou dans le métro, le mieux c'est dans le métro. Oui, mais des fois la barre, elle me donne des idées. Est-ce que vous jouez systématiquement un rôle quand vous êtes sur scène? Oui, il va y avoir des rôles. Je fais des shows sorcières, vikings, donc il y a un rôle, mais il y a quand même... Des shows sorcières vikings? Ouais. Je suis un peu dark dans les, dans les propositions de show, mais si, il y a quand même une part de rôle et il y a une part de moi-même. Et votre personnage préféré, c'est lequel? C'est difficile, ça. Je sais pas, je pourrais pas vraiment dire... je dirais que c'est mon dernier show, ça serait la sorcière. Ouais. La sorcière? Ouais, ça serait la sorcière. Vous êtes une méchante alors? Une fausse méchante. Comment vous faites pour trouver de nouvelles inspirations en dehors du ménage et du métro? Ça va être en regardant des films, ça va être en discutant avec les sweeties au Sweet Paradise, ça va être surtout en discutant avec mon mari. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait votre mari? Alors, il est animateur, ça n'a rien à voir, il travaille avec des enfants. Donc, mais il a des idées sur les shows? Oui, il peut m'influencer, oui. Surtout que comme c'est une vision masculine, ça m'aide beaucoup. Oui, votre point de vue, quoi. Ouais. Quel genre de film vous inspire? Vous parliez de films dans lesquels vous alliez chercher la création? Ça va être des films de danse. Ça va être... Genre Dirty Dancing ou... Ouais, un petit peu, ouais, quand même. C'est vrai, la scène du porté. Ça influence, ouais. Mais c'est vrai que non, ça va être plus dans la musique pour ma part que dans les films. Il n'y a pas un film un petit peu référence? Un film référence... je sais pas, j'en ai pas un. Je ne sais même pas s'il y a un film de référence sur le striptease de façon générale. J'étais en train de réfléchir. Ah si, il y en a forcément un, 9 semaines et demie. Ah oui, il y a 9 semaines et demie, bien sûr, avec... Oui. Ouais, si, c'est vrai. Je l'ai pas vu. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des a priori sur votre profession. Ont Oui. tendance à penser que les femmes, si elles arrivent à faire ce métier-là, c'est plus par contrainte que par réelle envie. Non, enfin, je pense que oui, faut arrêter faut vraiment dédiaboliser ce point de vue-là. On n'a pas tout le monde qui ont vécu des choses horribles dans leur enfance, des traumas avec leur père ou leur grand-père. Non, juste elles ont envie d'assumer leur corps, de s'exhiber, voilà. Ou même d'assumer un désir sexuel qu'elles d'assumer ont, un désir en fait, sexuel, par ouais. ailleurs. Complètement, oui. Est-ce qu'on pourrait parler de fétichisme avec Flore? Oui, parce que je pense que dans ce type de lieu, il y a beaucoup de fétichistes qui viennent. Et je trouve à titre personnel que le fétichisme, c'est pas à titre personnel, je le trouve en tant qu'expert. À titre personnel, oui, et en tant qu'expert. Et en tant qu'expert, et surtout en voulant beaucoup me renseigner sur le sujet et écrire des articles à ce sujet, qu'on est très mal
renseigner ou documenter sur le fétichisme spécifiquement masculin, parce que des différents témoignages que j'ai pu collecter, le fétichisme, typiquement par exemple la podophilie, donc le fétichisme du pied ou du collant ou de la chaussure ou des pieds vernis, la podophilie. Podophilie, ça regroupe les trois là. Oui, c'est tout ce qui touche de façon générale aux pieds. Ouais. C'est quelque chose qui revient de façon très 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 récurrente dans beaucoup de témoignages masculins. Je le vois, moi sur mes réseaux sociaux, je reçois tout le temps des messages là-dessus. Voilà, on voit une photo on voit les chaussettes, les pieds. J'avoue que je suis dépassée. Et on est tous un peu dépassés, on est tous un peu démunis par rapport à cette demande, et c'est très souvent des hommes, et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a très peu d'études à ce sujet. Le seul qui s'est vraiment un petit peu renseigné, c'est Freud, mais c'est de la psychanalyse, c'est le début du XXe siècle, donc il disait quoi ? Ça vaut ce que ça vaut. Alors, il expliquait que comme au moment où l'enfant se rend compte de la différenciation des sexes, il se rend compte que sa maman n'a pas de pénis, et très triste de savoir que sa maman n'a pas de pénis, il va essayer de retrouver un symbole phallique chez sa mère pour lui remettre de l'autorité, et donc ce serait soit le pied, soit une veste en cuir, soit quelque chose. C'est Freud qui explique la construction du fétichisme masculin de cette façon-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même en 2021, ça mériterait des études, des enquêtes et une vraie analyse. Est-ce que le fétichisme est une orientation sexuelle, par exemple, comme on l'a un petit peu entendu dans d'autres émissions ? Est-ce que ça peut s'éviter ou pas ? Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à creuser sur ce sujet, mais voilà, il y a tout un... Et en tout cas, je pense que dans le bar à fantasmes, peut y avoir une libre expression du fétichisme, une libre prise en charge, et que c'est des lieux comme ça qui permettent à des gens qui se retrouvent mal à l'aise dans la société, ou qui se trouvent même incompris, manifestement, dans la société, de pouvoir librement... C'est vrai que c'est notre réaction. C'est normal, d'incompréhension. Mais quand on n'explique pas, c'est normal qu'il y ait de l'incompréhension en face. Donc, et je pense que dans ce type de lieu, il y a un accueil. Vous en voyez beaucoup ? Pas que des fétichistes des pieds, hein. Il y a des fétichistes aussi à la matière, il y en a que ça va être les fesses, il y en a que ça va être les sous-vêtements, c'est vraiment... Donc il y a pas mal de personnes. Est-ce qu'on vous a déjà demandé d'aller plus loin qu'une danse ? Oui, bien sûr. Oui, il y en a qui essayent toujours, mais... Non, c'est... Comment on calme les ardeurs de clients trop tactiles ? Ça va être des petits gestes tendres quand même. Faut pas agresser, parce que sinon, forcément, on agresse, on a un retour agressif. Donc, on accompagne gentiment la main, on fait non. Et puis, en général, de toute manière, ils savent qu'il y a une direction quand ils mettent les pieds dans les lieux, dans ce genre de lieu. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ce genre de choses là-bas. Est-ce que vous êtes déjà senti en danger quand vous exercez votre métier ? Jamais. Jamais ? Jamais. Non. Le métier de danseuse dans un bar à fantasmes est-il compatible avec une vie de couple ? J'ai l'impression que oui, parce que vous avez même évoqué le fait que votre compagnon vous aide en plus dans votre activité. Oui. Mais d'ailleurs, je ne suis pas qu'avec un homme, je suis aussi avec une femme en même temps. Donc, Alors, en polyamour, du coup ? Ou presque, parce qu'entre les deux, ils apprennent encore à se connaître. Mais Alors comment ça s'appelle ? Moi qui connais jamais les termes. Moi j'aurais dit du polyamour avec une hiérarchie relationnelle, c'est-à-dire une relation primaire. J'adore, c'est toujours hyper précis. Si je devais être technique, je dirais ça, mais peut-être que June en parlera mieux que moi. Ça veut dire que vous êtes en couple avec un homme et avec une femme, mais que eux ils se connaissent pas trop, mais ils sont d'accord pour ça. Exact, c'est exact. Et ils sont OK pour apprendre à se connaître ? Oui, c'est en cours. C'est en cours et on se prend des rendez-vous tous les trois, on fait des soirées, on voit comment ça se passe. Et le mieux, c'est de vivre vraiment ensemble. Des fois, elle reste une semaine à la maison et puis on voit comment ça se passe et voilà. Parce que dans la hiérarchie, du coup, c'est votre compagnon qui est au-dessus de la hiérarchie puisque vous vivez avec ? Oui. OK. Donc on est dans un polyamour avec une hiérarchie. Relationnelle. Donc c'est totalement compatible avec un couple ? Oui, pour ma part, oui, je pense. Mais ça demande certainement une ouverture d'esprit de la part du compagnon. Complètement. C'est clairement le cas. Parce que c'est vrai qu'il y en a par rapport aux d'autres performeuses que j'ai pu rencontrer qui, elles, justement, ont du mal à vraiment se dévoiler. Il y en a qui le cachent. Et il y en a que quand elles le disent, en général, il y a un rejet. Il y a un rejet, oui. Donc c'est encore un métier qui est marginalisé, même dans la relation affective derrière. Alors que vous, ils viennent vous voir sur scène. Oui. Et il aime bien ?
Oui, oui. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui va forcément l'exciter personnellement. Il aime bien regarder, mais c'est pas quelque chose qui le stimule. Est-ce que quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie de tous les jours, vous arrivez à lui dire, bah voilà, moi je suis danseuse dans un bar à fantasmes? Complètement, je me suis toujours assumée, toujours. Et je pense que c'est important pour justement éviter d'avoir des moqueries. Des moqueries, du pointage de doigts, personne ne peut vous atteindre à partir du moment où vous l'assumez. Peu importe ce que vous avez à offrir. Eh ben, on est quand même allé poser la question dans la rue. On allait demander, pourriez-vous sortir avec un stripteaseur ou une stripteaseuse? Stripteaseur? Oui, enfin, c'est pas vraiment le genre de gens que je fréquente, donc je crois pas que je sois attirée par des stripteaseurs particulièrement. Je pourrais pas. Si c'est vraiment sérieux, je pense pas. Si c'est, disons, une aventure comme ça, oui, pourquoi pas. Non, ça me gênerait pas. En soi, c'est un métier un peu comme un autre, donc c'est comme par exemple un gynécologue ou quelque chose comme ça. Bah oui, pourquoi pas, ça me dérangerait pas. Un stripteaseur? Non, ça m'intéresse absolument pas, non. Sans réserve, mais j'ai un parcours professionnel qui ne m'aurait pas autorisé ce genre de choses. Alors, on ne sait pas quel est son parcours professionnel. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des réactions de nos interviewés? Bah, je pense qu'il y a aussi une tranche d'âge que vous avez interviewée, donc forcément, c'est vrai qu'ils ont un peu leur Laquelle? Bah, je dirais des sexagénaires, du coup ouais, ça pas... Ouais. Donc ils ont leur éducation et c'est vrai que bah, ça... Et donc du coup, derrière cette question, il y a une ouverture de la jeune génération sur les métiers de stripteaseur, par exemple? Je pense, oui. Ouais, beaucoup plus qu'avant. Je pense que bah, comme c'est diabolisé un peu à l'époque, les bars où on va se rincer les yeux, c'était pas très bien. Mais du coup, est-ce qu'il y a une évolution de ces lieux-là? Comme il y a eu un peu les sex shops des années 80, peut-être un petit peu glauques, et on voit aujourd'hui apparaître ce qu'on appelle les love stores, donc des choses beaucoup plus glamour, qui s'adressent à un public plus jeune. Est-ce qu'il y a cette même transformation sur les bars à striptease ou les strip clubs? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez? Bah oui, parce que quand on voit, par exemple, les bars, les clubs de striptease classiques où il va y avoir vraiment les shows à l'américaine où c'est que de la barre, où on danse comme ça pendant des heures avec des gros talons de glace, où on est absolument fatigué et puis on n'en peut plus. Et puis il n'y a même plus d'âme, en fait, je trouve, dans ce genre de pratique. Là, je trouve que de présenter vraiment du théâtre et de justement en fait, casser en fait, tous ces codes et d'apporter quelque chose de neuf à la... De ne pas être juste sur du pole dance, entre guillemets, mais de remettre de l'âme, de l'artistique. De l'artistique, oui. Dans le striptease. Ça, c'est quelque chose qui serait plus jeune pour la scène de façon générale sur le striptease. D'accord. Alors, on appelle ça un bar à fantasmes, mais c'est quoi les fantasmes que vous avez l'habitude de réaliser pour les clients? Ouais, il va y avoir un peu de tout. Il y a pas tout. C'est jamais tous les jours pareil. Il va y avoir des gens qui aiment les matières. Donc ça, j'avais jamais entendu. Ouais. Donc on va enfiler des pulls ou des chaussettes. Donc juste ils aiment. Il y a des clients qui arrivent avec des pulls et des chaussettes. Ouais. Juste pour nous avoir pendant 15 minutes, discuter avec nous juste en ayant cet accessoire. Y en a qui vont aimer les fessées, donc c'est soit à main nue ou soit avec des objets. D'accord. Bien sûr, on fait pas totalement mal, hein, ça reste du fantasme, donc on va pas jusqu'au bout. Sinon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ça, c'est les plus récurrents. Oui, c'est les plus récurrents. Mais il y en a surtout qui aiment bien justement avoir un contact vraiment humain avec la personne qui voit sur scène. Et le fantasme le plus fou. Est-ce que vous échangez parfois avec les personnes? Juste une discussion classique. Qu'est-ce que tu as fait ta journée? Moi, j'ai fait ça. C'est ça pour vraiment se rapprocher de l'individu plus que du rôle scénique. Le fantasme le plus fou? Le fantasme le plus fou qu'on ait eu, c'est vraiment la fessée à main nue. C'est des gens qui viennent vraiment pour avoir une correction et puis voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les fantasmes?
Déjà, la façon de collecter les fantasmes des Français, ça a souvent été les titres des grands médias, les 10 fantasmes, les Français les plus fous. Et très souvent, en fait, les techniques de sondage sont qu'est-ce que vous préférez entre Brad Pitt et Johnny Depp? Et en fait, ça révèle plus les fantasmes du sondeur, quelque part, que vraiment les fantasmes des Français. Donc, moi, j'invite toujours à lire avec parcimonie les grands résultats des sondages où on apprend que 50% des Français fantasment sur faire l'amour en plein air, ce qui n'est pas en fait en réalité vraiment une paraphilie ou c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire, mais est-ce qu'on pourrait vraiment appeler ça un fantasme? Je ne sais pas. En revanche, il y a un indicateur qui est assez fiable sur les fantasmes. Les mots-clés qui sont tapés sur les sites porno. Et la plus grosse plateforme qui s'appelle Pornhub publie chaque année ces listes de mots-clés les plus tapés. Bon, en France, évidemment, on a France, français qui ressortent, puisque les Français veulent voir du français, du contenu français. Mais on a aussi beaucoup MILF qui ressort, donc la maman. On va avoir aussi beaucoup le japonais, le hentai, qui va ressortir. Qui est vraiment, japonais le hentai surtout, qui est un style particulier de porno qui est que en animé, en dessin animé. Ah oui, d'accord. Avec les tentacules, les pieuvres et tout ça, parfois. Mais parce que je peux le comprendre, c'est aussi un univers qui est beaucoup plus dense, riche, what the fuck quelque part, qu'un porno classique où on est limité par les performances des acteurs d'une certaine façon. Il y en a d'autres? J'en vois, moi, que vous avez noté d'autres. Lesbienne, ouais, et bon, après, il y a Anal aussi, peut-être. Il y a Beurette aussi. Et il y a Beurette, qui n'est pas le plus joli, qui peut-être renseigne, dit des choses sur la société, et sur la façon dont on voit certaines communautés. Mais je pense que oui, le milieu du porno, comme d'autres milieux, je pense au milieu libertin aussi, ont longtemps eu une forme de, j'aime pas le mot racisme, mais c'est presque ça, une forme de racisme décomplexé. Typiquement, il y a un tag dans le porno qui s'appelle interracial. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop, mais c'est quand on voit souvent des personnes blanches faire l'amour avec des personnes noires, et ces personnes noires seraient censées... Ça, c'est un fantasme, ça, alors. Ouais, en tout cas, alors un fantasme, c'est très compliqué de le dire comme ça, mais en tout cas, c'est un porno qui existe, c'est une catégorie de porno qui existe. Il y a même des boîtes de production américaines qui sont spécialisées sur des acteurs porno noirs qui vont faire l'amour avec des actrices porno blanches. Et par exemple, aux États-Unis, c'est sorti il y a, je crois, 2 ans, les actrices... on a révélé le fait que les actrices porno blanches américaines gagnaient plus d'argent quand elles faisaient l'amour avec un noir que lorsqu'elles faisaient l'amour avec une personne blanche. Il y avait une sorte de prime à la couleur de peau, ce qui était très bizarre parce que d'une certaine façon, moins d'actrices voulaient faire l'amour avec ça. C'est ce que ça veut dire, quoi. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc oui, il y a une forme de racisme un petit peu décomplexé dans le milieu du porno. Mais je ne suis pas sûre que dans les bars à fantasmes, ce soit vraiment le cas. Le fantasme le plus fou que vous ayez refusé de faire? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez dit non, ça, c'est pas possible, c'est pas chez nous? Non. Non, pour le moment, j'ai rien refusé. Il n'y a pas encore eu de choses hardcore, non. C'est sûr que si on me demande de piquer quelqu'un... parce que je sais qu'il y a des roulettes spéciales SM. Les roues à pic. Voilà, les roues à pic, non, je pense pas que ce soit accepté. Donc, non. Finalement, vous trouvez ça assez sobre, en fait, les fantasmes qu'on vous propose? Oui, voilà, c'est ça, c'est très sage pour le moment. On va voir. Et Flore, vous avez un fantasme, vous? Et vous, Malika? Moi, c'est de faire une émission avec vous. Je crois que je vais me réaliser, je suis tellement contente. Elle me flatte. Et ben moi aussi, c'était ça. Et vous savez quoi? Avec vous et avec Madame June. Un plan à 3, quoi. C'est ça. Une émission à 3. Bon. Est-ce que vous pensez que votre métier est stigmatisé? Oui, peut-être, oui, quand même. Il y a beaucoup d'a priori. On va avoir beaucoup de pointage du doigt dès qu'on dit qu'on est stripteaseuse ou effeuilleuse. Mais bon, on va...
Voilà. Mais vous, vous êtes tellement à l'aise dans vos baskets, en fait, vous vous assumez tellement que même, j'ai l'impression que même s'il y a cette stigmatisation, vous passez complètement outre. Je passe outre, ouais, je suis transparente totalement. Enfin, je veux dire, ça, elle vous la voyez pas parce que vous ne la regardez Je pas. la regarde pas, ouais, c'est ça. Donc, et vous pensez que vous allez faire ce métier-là toute votre vie? En tout cas, tant que je tiens sur mes jambes, oui, je pense. Moi, ouais. Même si je repars souvent avec des bleus partout parce que je me donne à fond sur scène. Ah oui, c'est un métier à risque? Bah, ça dépend comment on se donne, mais il y en a qui sont un peu plus douces. Moi, c'est vrai que je suis un peu plus sauvage et du coup. Ah oui, c'est la sorcière aussi. Bah oui, le viking aussi. Le viking, ah oui, Du coup, j'ai un petit peu envie de voir à quoi ça ressemble tout ça. Bah, ça vaut la peine. Sauvage. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre histoire, Madame Joune. Merci de m'avoir invitée. Sans langue de bois, et ça fait beaucoup de bien. Merci également à Flore d'avoir réalisé ce fantasme et surtout de nous avoir éclairés de son savoir. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette quête de liberté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Envie. Votre programme vous a été présenté par Glidden.